Ouais. Allez, je lance un petit jingle et puis ensuite le billet de Brûlatour. On va donc parler de comment valoriser vos podcasts natifs. Avec vous, dans la room, on vous invite à monter pour nous partager avec nous vos manières de valoriser vos podcasts. Et on va aussi parler d'AudioMeans et de énergie globale. Mais avant ça, un petit édito, un petit billet même acidulé de Brûlatour après le jingle. Allez, à tout de suite. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et on accueille Brûlatour pour le billet acidulé pour cette 38e room. Comment valoriser vos podcasts natifs? Salut Brûlatour. Bonjour à tous encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette question qui est extrêmement difficile? On va parvenir sur la définition de ce qu'est un podcast natif. Ah si, tout le monde non. Bon, alors deux mots sur la définition du podcast natif. On va dire que le natif correspond à tout ce qui n'est pas diffusé à la radio. Alors forcément, c'est pas du replay, c'est-à-dire l'enregistrement d'une émission de radio que vous pouvez écouter ou mieux réécouter quand vous en avez envie. Donc tous les podcasts qui ne sont pas issus d'une grille des programmes de la radio sont définis comme des podcasts natifs. Pour l'instant, hein, parce que ça peut encore peut-être évoluer. Alors dans cette catégorie dites des podcasts natifs, on trouve de tout, c'est même d'ailleurs, je vais vous dire franchement, un véritable capharnaüm. C'est aussi ce qui fait le charme du podcast natif. Alors pour faire simple, on va dire qu'il y a le podcast natif qui est fait de briques et de broc au coin de la table de Tata, et puis il y a le podcast natif qui dispose d'un budget de production 10, 20, 30, 40... 50 000 euros. Le premier peut connaître une belle destinée grâce à un concours de circonstances, ça c'est souvent le cas. Le second doit obligatoirement, pour le coup, connaître une belle destinée pour que le producteur puisse entrer dans ses frais et, si possible, faire un petit billet au final. Bon, en règle générale, le podcast natif est toujours un produit qui est quand même très élaboré dans son scénario, dans son architecture sonore et même dans sa diffusion. C'est ainsi, par exemple, que France Culture a fait du podcast natif une de ses spécialités. Parce qu'un podcast natif, c'est toujours un gros chantier qui exige un savoir-faire, un tour de main, qui exige l'intervention aussi de nombreux professionnels. On l'oublie un peu trop souvent, des scénaristes, des preneurs de son parfois, des monteurs, des comédiens, parfois des bruiteurs, bref, de nombreux techniciens. Je vous invite d'ailleurs à écouter les aventures de Tintin et Milou qui font l'objet d'adaptations de haute volée sur France Culture. Il y a aussi des histoires pour les tout petits, des enquêtes judiciaires, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, des fictions, des adaptations, on en parlait à l'instant, ou encore des podcasts natifs d'actualité. Donc dans cette catégorie, on observe que ces podcasts natifs sont souvent proposés sous la forme de séries, de mini-séries même, et qu'ils sont dans leur durée beaucoup plus longs qu'une simple chronique à la radio. En réalité, il n'y a pas de code, hein, vous l'avez compris, c'est donc ce qui est intéressant, parce que cela ne freine pas la création. Si à la radio on est assez cadenassé par le temps, c'est tout l'inverse dans l'univers du podcast. Alors il s'affranchit de tout ce qui rend assez monotone et répétitive la radio. C'est un espace de liberté tant pour celui qui en produit que pour celui qui en écoute. Même s'il ne faut pas l'oublier, les deux doivent être attentifs à un cahier des charges quand même. Pour le producteur, le cahier des charges, c'est souvent être passionnant et engageant. C'est quand même une finalité à avoir. Et puis pour l'auditeur, le cahier des charges, c'est de pouvoir dégager du temps suffisant pour l'écouter. Alors les journées ne font que 24 heures, et même si votre podcast natif est passionnant, on n'en doute pas une seconde, on veut bien vous croire, ça ne résout pas le problème de la temporalité de l'auditeur qui est toujours aujourd'hui de plus en plus sollicité. Alors, est-ce que le podcast natif a de l'avenir? Parce que c'est ça aussi, sous-entendu la question. Bon, je dirais probablement que oui, mais pour être certain apporter une réponse quasi définitive et ultra précise, il faut que le marché puisse se structurer. Il n'est que pour l'instant émergent, donc il faut qu'il puisse trouver sa place. Alors, ça prendra certainement plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années, mais pour être sûr de s'installer comme étant un acteur durable sur un marché comme celui-ci, il faut y aller maintenant, hein, pas avoir peur de proposer
ce qui ne se fait pas ou plus à la radio. Et pour ma part, je vous dirais qu'il serait forcément intéressant, peut-être pour terminer, de creuser, de se pencher sur le podcast natif de proximité, un podcast natif local, communal, départemental, régional, vous lui mettez l'échelon que vous voulez, bref, un podcast territorial, parce que la territorialité, ça rime toujours avec communauté. Quand il y a une communauté, il y a forcément une audience derrière. Alors pour répondre, Philippe, à cette question difficile, comment valoriser ces podcasts natifs, je répondrai comment on valorise un bien immobilier, sa famille, sa culture, son intelligence, c'est du travail, du temps, du travail, du temps et du travail, du temps. Bon courage. Eh bien, merci pour ce billet de Brûlatour. Alors, on va présenter les personnes qui sont avec nous. Donc, on va commencer par Tiffaine. Je te laisse une petite minute pour te présenter à la room. Salut, bienvenue, Oui. Tiffaine. Bonjour, enchantée à tout le monde. On est ravis d'être là aujourd'hui. Donc moi, je me suis Tiffaine Basurel. Je suis chez e-Énergie, c'est-à-dire la partie digitale de Énergie, du groupe Énergie, groupe radio qui a Énergie, mais aussi Nostalgie, Rire et Chanson et Chérie FM. Et donc c'est un groupe qui est leader de l'audio et qui a une place naturelle à prendre sur les podcasts, à la fois en production et en monétisation. Donc on est très actif et on a une stratégie très ambitieuse dans le domaine sur laquelle on a commencé à travailler il y a déjà un peu plus d'1 an avec Nicolas, directeur de e-Énergie ici présent. Eh bien, on va Exactement. peut-être. Voilà, le mot est passé. Nicolas, à toi. C'est parfait. Du coup, voilà, ça fait 3 années que je travaille chez Énergie et principalement au sein de la régie, donc Énergie Globale à l'origine et depuis quasiment 1 an maintenant, en charge de toute la partie digitale éditeur au sein du groupe Énergie, ce qui nous permet avec Tiffaine d'avoir les 2 briques, et la brique éditeur où on crée les contenus, où on pense des concepts, et la partie côté Énergie Globale où on les monétise. Alors, on va présenter Cyril et puis après, on va attaquer dans le vif du sujet. Cyril, bienvenue. AudioMeans. Oui, bonjour. Moi, je suis Cyril Bartet. Je m'occupe du développement et du marketing d'AudioMeans. AudioMeans, c'est un hébergeur, diffuseur de podcasts, une boîte de technologie française qui est née il y a assez peu de temps, il y a à peu près 1 an. Qui travaille aussi bien avec des podcasteurs indépendants, des studios et des grands médias. J'imagine qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure. Et notre devise, c'est les moyens de vous faire parler. Alors, les moyens de vous faire parler, on va concrètement rentrer dans le sujet. Je rappelle simplement à la room que cette room est organisée totalement indépendamment. C'est-à-dire que c'est pas une room commandée par Énergie ou par AudioMeans. Il n'y a aucune valorisation ou monétisation ou commercialisation des rooms. On est là pour véritablement informer notre communauté du pod, notre communauté de Clubhouse sur... puisqu'on avait dit qu'on parlerait de toutes les plateformes qui existaient. On aura Ocha qui viendra nous parler le 31 mai. On a Podcastix qui va certainement arriver dès que Android sera ouvert à Clubhouse, et ça risque d'arriver dans les semaines à venir, même s'il y a une bêta qui se balade là, et puis que j'ai entendu ce matin qu'il y avait beaucoup de hackers qui, d'un seul coup, la room arrivait avec 500 ou 600 nouveaux utilisateurs d'un seul coup, parce que Android vient d'arriver. Ça, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc, je rappelle que cette room, voilà, c'est vraiment une room qu'on avait envie de faire pour présenter les acteurs et pour expliquer ce qu'ils peuvent proposer, et aussi, vous, dans la room, de pouvoir poser les questions que vous avez par rapport à AudioMeans, qu'on connaît mal, c'est vrai, parce que en effet, Cyril, tu le disais, ça fait peu de temps. Vous êtes ce qu'on appelle une start-up, c'est ça, et vous êtes dans un espace d'ailleurs assez connu à Paris, si je me trompe. Oui, alors on est effectivement ce qu'on appelle une start-up. On est Station F, qui est cet incubateur géant de start-up. Où il n'y a plus beaucoup de monde en ce moment d'ailleurs, puisque tout le monde est chez lui. Non, mais tout à l'heure je disais les moyens de vous faire parler. En fait, l'idée, c'est que à la fois on donne les moyens techniques
aux podcasteurs de faire porter leur voix, et en même temps on permet aussi pour eux de rassembler des moyens économiques. Et ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Et c'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler aujourd'hui. C'est qu'on est un peu différent de nos concurrents, Ocha, Acast, voilà. En fait, nous, on adapte complètement les modèles économiques à la singularité des podcasts. Et aujourd'hui, on voit émerger des podcasts de tout type. Certains sont clairement adaptés à l'hyper-distribution, toutes les plateformes, toucher le plus de monde possible, avec une monétisation, enfin en tout cas une aspiration à la monétisation publicitaire. Donc là, on pourra en parler avec l'équipe de Énergie Globale avec qui on a construit un modèle extraordinaire. Mais on est aussi adapté en fait à d'autres types d'attentes, d'autres types d'acteurs qui veulent une monétisation différente pour leur podcast. Donc on peut travailler sur des modèles assez audacieux en fait, puisqu'on a bâti en fait, pour faire simple, on a une infrastructure technique qui est assez singulière autour des flux RSS, qui nous permet de bâtir des modèles originaux, donc des modèles par exemple de podcasts payants. On fait par exemple La Dose de Binge Audio, qui est un podcast hebdo avec doublé d'une newsletter, donc podcast payant qu'on peut écouter sur Apple Podcast, Podcast Addict, enfin, voilà. C'est 5 € tous les mois. Ça peut être des podcasts payants par une pack. Donc avec Clémentine Gallet, l'iconique Bliss Stories, on a monté Bliss Bump. Enfin, elle a monté Bliss Bump, qui est une offre de podcast qui accompagne la femme enceinte pendant sa grossesse. Et là, c'est un pack à 90 € pour je crois, 9 épisodes sur toute la grossesse. Donc ça, c'est vraiment des modèles payants. Et puis, on travaille aussi, enfin, on permet aux podcasteurs de travailler sur des modèles à accès, on va dire, conditionné. Alors, c'est assez technique, mais en fait, les cas d'usage sont hyper variés. Vous pouvez en gros débloquer un podcast à travers un code, une adresse email, voire un login mot de passe. Donc concrètement, des cas d'usage, c'est une entreprise qui veut dispenser une formation à ses salariés, à certains de ses salariés, à travers le podcast. Et ben, ils vont rentrer leur adresse email dans Apple Podcast et ils vont débloquer le podcast dédié à la formation. Ou alors une boîte qui fait de la com interne avec le podcast, de la com interne pour ses salariés. Donc elle veut que tous les salariés puissent écouter les messages de com interne, mais pas les gens en dehors de la boîte. Donc dans ce cas-là, ils vont saisir par exemple leur adresse laboîteenquestion.com et on va reconnaître ce domaine et on va débloquer le flux privé. On travaille aussi sur des logiques avec des magazines qui ont un parc d'abonnés, qui sont abonnés à beaucoup d'autres choses que simplement le podcast, et qui vont réserver l'écoute du podcast à leur parc d'abonnés. Donc, et pour ça, ils vont se loguer avec leur login mot de passe habituel du magazine en question, directement dans Apple Podcast, et ça va débloquer le podcast. Donc c'est un peu ça notre marque de fabrique, c'est d'être capable d'attaquer entre guillemets des modèles très variés. Et on a beaucoup de demandes aujourd'hui sur des modèles alternatifs, justement, alternatifs à l'hyperdistribution et à la publicité. Enfin, il y a vraiment, il y a tous les podcasts, il y a toutes les thématiques, et donc il fallait créer des modèles, et c'est là-dessus qu'on bosse. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, comment est-ce que vous fonctionnez, par exemple, avec Énergie Globale ? Je suppose on a vu passer les communiqués de presse sur les accords entre les grands groupes et Audiomins, puisqu'il n'y a pas que Énergie Globale. Comment est-ce que vous fonctionnez concrètement, là, entre Audiomins et Énergie Globale ? C'est quoi le fonctionnement ? Alors nous, on s'occupe... Oui, je disais que dans ce que vient de décrire Cyril, dans les modèles de monétisation, nous, on est vraiment là pour renforcer ce qui est possible de proposer aux podcasteurs sur le volet publicitaire. Donc, c'est l'équipe Énergie Globale, qui est une des régies audio principales de France, se met à disposition des podcasteurs, c'est-à-dire les prend en régie, et peut leur vendre pour eux auprès de la base d'annonceurs qui est très riche d'Énergie Globale, à la fois des formats audio standards et des formats host-read, et même pour certains, on peut penser aller plus loin avec des épisodes sponsorisés ou carrément des podcasts de marque. Donc nous, on est là pour faire le lien, en fait, de prendre en régie et de faire le lien entre les podcasteurs hébergés sur Audiomins et notre réseau d'annonceurs. D'accord, donc vous êtes la régie publicitaire, vous allez chercher les annonceurs, vous prenez votre marge de passage, qui est en général assez importante, on ne va pas le cacher.
pour Qui est pour la une régie commission de publicitaire. régie tout à fait standard. C'est assez Ouais, standard. ouais. Hein, ouais. Ouais. Pour ceux qui se posent des questions, allez-y, hein, levez la main si vous voulez venir et poser des questions dès maintenant. Hein, vous êtes les bienvenus. C'est le concept de Clubhouse aussi. Donc ça veut dire que c'est 40%, 50% en général les Non, non, régies. c'est 30. Ah, on est que sur 30, donc 30%. on est carrément dans moins que ce que j'imaginais. En général, ça dépend des régies, mais donc là on est sur 30%. Oui, ça dépend. Ça dépend. C'est pour ça que je dis que c'était standard. Je pense que c'est assez moyen. C'est-à-dire que c'est pas, ça permet. On a voulu construire une offre qui pouvait profiter à tout le monde. Et ce qui est important de savoir dans notre offre, c'est qu'elle est non exclusive. C'est-à-dire qu'évidemment, les podcasteurs peuvent continuer à vendre eux-mêmes leur publicité. Et nous, on a envie de leur apporter un peu du bonus, un complément de revenu qui, à terme, on pense ne sera plus un complément, mais bien le cœur de leur revenu. Mais on veut que ce soit à leur choix. Donc, c'est non exclusif et c'est sans engagement de durée. Ils peuvent dénoncer leur contrat de régie quand ils veulent. Donc, c'est quelque chose de très souple qui, du coup, est accessible à tous les podcasteurs hébergés sur AudioMins, mais au choix. C'est-à-dire ceux qui veulent, nous, peuvent rejoindre l'offre de régie, mais ça n'a rien d'obligatoire. C'est pas parce qu'on est hébergé sur AudioMins qu'on bénéficie de l'offre de régie. Il faut signaler son intérêt. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous offrez ça, mais si quelqu'un n'est pas chez AudioMins, Cyril, comment ça marche? Parce que, en gros, si je comprends bien, Cyril, vous, AudioMins, vous proposez des formats originaux de monétisation et qui sont un peu sur mesure, si je comprends bien, par rapport à d'autres plateformes qui peuvent exister, qui vont simplement monétiser, enfin simplement entre guillemets, avec des choses un peu originales et avec des call to action, c'est-à-dire avec des actions que les gens peuvent faire, et notamment les emails, voilà, pour former les gens ou pour avoir un accès restreint en fait à ces podcasts. Et donc, c'est Énergie Globale, mais je suppose que AudioMins, vous avez aussi peut-être d'autres régies qui travaillent avec vous. Donc en fait, vous n'êtes pas exclusifs les uns avec les autres. C'est totalement ouvert. Que ce soit Cyril pour la partie hébergement, enfin régie publicitaire, ou Énergie Globale pour la partie vente d'espaces publicitaires pour des podcasteurs indépendants. Ou est-ce que vous êtes... Alors non, comment ça marche? de notre côté, chez Énergie, on se refuse. On a eu des demandes des podcasteurs indépendants qui n'étaient pas hébergés chez AudioMins, qui nous ont demandé si on pouvait juste les prendre en régie. Et notre discours, c'est de dire non. Enfin, c'est pour ça qu'on a monté un partenariat fort avec AudioMins. C'est aussi parce qu'on a besoin d'avoir à côté de nous et pour les podcasteurs avec lesquels on travaille, ce qu'on estime être la meilleure solution technique aujourd'hui sur le marché pour héberger ces podcasts. Et après, c'est aussi des histoires d'hommes. Et de la même manière que quand on va vendre du host trade, et de femmes évidemment, quand on va vendre du host trade, il faut vendre un contenu, il faut expliquer le contenu. Et il faut aussi de la confiance. Et là, c'est pareil. Avec AudioMins, c'est une histoire de confiance entre hommes et femmes. Et du coup, on se refuse de le faire. D'accord. Par contre, AudioMins, vous avez d'autres régies publicitaires que Énergie Globale, si je comprends bien. Alors, nous, on est vraiment un acteur technologique. Hein, donc, les deals, et on est un acteur technologique au service des créateurs de contenu. C'est-à-dire que contrairement à d'autres acteurs qui sont, par exemple, Acast, qui est une ad tech, donc c'est certes, ils font de l'hébergement, diffusion de podcasts, mais j'ai envie de dire, leurs clients, ce sont les annonceurs. Nous, nos clients, ce sont les podcasteurs. Ça, c'est vraiment un point important. On a un mindset, un état d'esprit d'éditeur, de podcasteur, de créateur de contenu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, avec Énergie Globale, on a beaucoup investi pour faire une intégration extrêmement pointue de l'offre, des ad serveurs, ce qui nous permet de servir des positions mid-roll, post-roll, pré-roll, évidemment. Enfin, voilà, on a beaucoup investi. C'est une histoire d'homme, effectivement. Certes, on est aussi connecté à d'autres ad serveurs, donc à Stonecast, à TargetSpot, qui peuvent intervenir en sous-régie, enfin qui peuvent intervenir en complément, mais j'ai envie de dire effectivement le cœur de l'offre pour un podcasteur qui a de l'ambition pour monétiser son podcast avec de la publicité, c'est clairement vers Énergie Globale qu'on va lui conseiller de se tourner. D'accord, ok. Et donc, au niveau de Énergie Globale, aujourd'hui,
vous parliez d'exemples de podcasts. Un podcast natif donc doit, si je résume, être hébergé chez AudioMeans si elle veut être commercialisée par votre régie publicitaire. Donc ça veut dire quelqu'un qui ailleurs va devoir migrer d'abord chez AudioMeans avant de pouvoir être commercialisé par vous s'ils ont envie d'utiliser votre force de frappe. Exactement. Tout à fait. D'accord. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Quelles sont la typologie de podcasts que vous avez? Vous avez beaucoup de podcasts natifs par rapport à des podcasts de replay. Quelle est la tendance des podcasts que vous avez? Les demandes que vous avez sont de quel type? Pour le moment, on travaille essentiellement avec des podcasteurs indépendants, donc des podcasts natifs de podcasteurs indépendants. Mais on est en discussion avec toute typologie d'acteurs, avec des studios de podcasts, c'est-à-dire qui sont fondés il y a quelques années et ont un certain nombre de podcasts à eux, à leur actif, et avec des médias, souvent des médias non audio, qui n'ont pas notre force de frappe commerciale en audio. Donc, on discute avec tous ces acteurs-là. Aujourd'hui, oui, plutôt des podcasteurs indépendants et qui nous rejoignent soit pour tous les formats audio, soit uniquement pour de l'audio natif, c'est-à-dire du host-read, qui est le format de choix, pour le format privilégié des podcasteurs indépendants aujourd'hui. Ouais. Bon, la tour, tu voulais interagir. Alors, juste, ok, merci. Juste plus précisément, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets, les noms de studios, de podcasteurs et de podcasts aujourd'hui dont vous avez la charge, ce qui permettra de mettre des noms sur des produits sonores. Là, ce sera peut-être un petit peu plus simple. Des noms de podcasteurs je pense qu'on ne va pas révéler des gens avec qui on discute et qui n'ont pas encore signé, mais dans les gens qui nous ont déjà rejoints, on peut citer Grégory Pouy de Vlan, on peut citer Fabien d'Antibrouillard, on peut citer tous les podcasts autour de l'automobile d'Histo Auto, le podcast historique Timeline, oui. Ah oui, donc voilà, vous commencez à avoir un petit catalogue. Oui, tout à fait. Oui. Nous, notre ambition, c'est d'arriver à agréger assez rapidement suffisamment de podcasts pour proposer aux annonceurs des bouquets thématiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, les grands annonceurs et les agences sont confrontés à un problème assez simple quand ils ont envie d'annoncer dans les podcasts. C'est que le marché est tellement fragmenté, il y a tellement de petits podcasts que même si ils ont beaucoup d'affinités avec les thèmes, c'est techniquement et de manière concrète et pratique très difficile à mettre en œuvre comme moyen de campagne publicitaire. Et alors, il y a un cahier des charges, Tiffaine, à respecter. Alors, j'ai bien compris qu'il fallait être avec AudioMeans, mais le cahier des charges, il s'arrête là, ou il y a d'autres spécificités en termes, par exemple, peut-être de durée, de contenu, de style, de ton, d'audience aussi peut-être, d'un minimum. Audience minimum. Il faut minimum avoir entre 5 et 10 000 écoutes par mois. On commence à regarder autour de 5 000. En dessous, ça va faire des montants trop faibles et ça ne peut pas être intéressant ni pour le podcasteur ni pour nous. Mais on parle avec des gens qui n'en sont pas encore là, mais qui progressent très vite et avec qui on a envie de travailler bientôt. Donc ça, c'est pour la taille. En termes de sujet, on est ouvert à tout. Nous, on est un groupe de divertissement, donc évidemment toutes les thématiques de divertissement qui viennent renforcer notre offre édito à nous et la compléter sur des segments sur lesquels on n'est pas, ça nous intéresse. Donc le divertissement, ça peut être pour les enfants, pour les femmes, autour du jeu vidéo, autour du cinéma, des séries, enfin tous les sujets sont possibles. On commence à avoir une thématique développement personnel qui commence à être bien riche, et on n'a pas de contre-indication en termes de contenu ou de ligne édito. C'est-à-dire que si c'est pas en opposition radicale avec les valeurs du groupe Énergie, il y a aucun problème et on est assez ouvert. Et notre ambition, c'est justement de construire une offre thématique assez large qui pourra correspondre à tout type d'annonceurs. Ouais, d'accord. Donc on comprend bien que l'idée, c'est d'avoir une cartographie avec des grandes thématiques. Et quand je veux m'adresser aux podcasts qui sont dans le secteur de la science, eh bien, vous avez une offre qui est d'un certain nombre de podcasts qui vous permettent de pouvoir toucher une cible importante. Alors, vous dites que donc avec chacun des annonceurs, vous êtes capable de proposer des campagnes un peu intelligentes, des campagnes un
peu différente de ce qu'on peut voir et des formats intrusifs. Là, l'autre jour, on faisait une room où on faisait écouter les 3 podcasts à recommander. Je ne sais pas si Brûlatour s'en souvient. On est tombé sur le podcast de Pénélope Boeuf parce que quelqu'un en parlait. On est resté 1 minute 30 à écouter de la pub en pré-roll qui n'était pas forcément liée avec le podcast. Ça nous a très vite embêtés. Donc comment est-ce que aujourd'hui vous arrivez à motiver les podcasteurs d'abord et les annonceurs à ce que ça soit pas trop intrusif? Est-ce que c'est justement ça que Cyril vous proposait avec AudioMeans, et quelle est la quantité de formats un peu originaux que vous déployez par rapport à des formats classiques comme le pré-roll, le post-roll ou le host read qui, en général, est ce qui est le plus apprécié, mais encore faut-il que le podcasteur accepte ce host read. Oui, évidemment, il faut qu'il accepte, mais ça, c'est la condition sine qua non, sinon il ne faut pas qu'il fasse de pub. Le host read, c'est quand même le format qui est le plus valorisant pour la marque, pour le podcasteur et le plus intéressant pour l'auditeur. Donc c'est celui que Énergie privilégie, je crois, dans sa commercialisation. On est sur quoi? Sur du 80-20 en pourcentage sur le host read par rapport aux autres types de publicité qu'on peut mettre sur son podcast? Je ne sais pas si on peut raisonner comme ça. Disons que c'est aussi le format qui est le plus rémunérateur aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça que les marques s'intéressent aujourd'hui au monde du podcast. C'est pour avoir un discours alternatif à celui du spot audio. Donc aujourd'hui, je crois que Énergie, quand il y a des spots audio, c'est aussi des compléments de grosses campagnes audio qui passent sur leurs antennes et qui sont étendues au monde du podcast. Mais je ne veux pas parler à la place de Tiffen, mais je crois que la stratégie, c'est quand même de faire un gros focus sur le host read. Oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup de campagnes qui viennent de la radio et de l'audio. Donc, on est capable d'alimenter via des pubs, des pré-rolls, mais on se limite à 1. Donc, pas possible d'avoir 1 minute 30 de pré-roll avant un contenu, puisqu'on se limite à 30 secondes. Et encore, on essaye de pousser les formats pub standards plutôt de 20 secondes pour justement pas être trop intrusif. Et après, la force sur la partie host read qu'on a, c'est que on a de grosses équipes commerciales annonceurs. Or, pour aller vendre du sponsor, moi, j'ai longtemps vendu de l'influence et des contenus de youtubeurs. Pour aller vendre ce type de format, il faut être en direct avec les annonceurs pas mal, même si évidemment après on reboucle avec les agences, mais il faut être en direct avec les annonceurs pour que l'annonceur comprenne vraiment ce qu'il achète. Et un format comme le host read, c'est pas de la pub classique. Donc il faut que le podcasteur accepte que la marque communique d'une certaine manière dans son contenu, ce qui est très différent. Et il faut aussi que l'annonceur ait bien compris qu'il n'allait pas pouvoir faire exactement ce qu'il voulait, parce que la réalité, c'est que s'il veut faire de la pub classique, il fait de la pub classique. À partir du moment où on vient sponsoriser un contenu et on vient l'intégrer, pour que ça fonctionne, il faut que les audiences soient bonnes. Pour que les audiences soient bonnes, il ne faut pas déformer le contenu. Oui, il faut garder ce qu'on appelle la promesse qu'on a fait à ses auditeurs et ne jamais la perdre, parce que ça peut faire baisser de manière notable les audiences. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus complexe quand on veut valoriser et monétiser son podcast native. Je rappelle, pour ceux qui sont dans la room et qui ne suivent pas forcément le club ou qui ne sont pas des experts, et il y en a peut-être dans cette room. Le host read, c'est un format de publicité parlée par en général celui qui est l'animateur du podcast et qui parle d'une marque en débutant le podcast, ou peut-être des fois à l'intérieur aussi, et ça se fait aux États-Unis notamment. À l'intérieur des podcasts, il y a pas mal de host read à l'intérieur, et qui permettent de présenter une marque et donc de garder la promesse qu'on a avec ses auditeurs, parce que souvent ce sont des marques que les animateurs des podcasts aiment bien et choisissent et valident. On a eu d'ailleurs dans une précédente room, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Brûlatour, on a eu une personne qui était là et qui avait un podcast pour enfants, et qui a fait, sans véritablement avertir, alors il a dit qu'il allait avoir un host read, mais il a fait un host read pour
McDo. pour un livre sur McDonald's et en fait il a eu vraiment des retours très 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 négatifs de la part de ses auditeurs qui trouvaient que c'était de la pub pour McDonald's alors que le livre dont il parlait était un livre de qualité et qu'il voulait le mettre en avant. Donc il a eu tous les mots du monde à se défendre par la suite et à dire que c'était vraiment pour le livre parce que le livre est de qualité et pas pour la marque McDonald's, même si au final c'est quand même McDonald's qui a payé. C'est un exemple quand même qui peut aussi être un mauvais exemple pour certains s'ils veulent faire du host read, selon vous, Tiffaine, Cyril, Nicolas? Moi, j'avais eu un cas assez similaire avec les pauvres McDo, encore eux, la fondation Ronald McDonald qui fait des choses très bien puisqu'ils construisent des centres d'accueil pour les familles des enfants qui sont hospitalisés et on avait eu un peu le même genre de réaction du public. Donc oui, il faut faire très attention, mais je pense que les annonceurs commencent à bien comprendre le marché, bien comprendre comment ce format fonctionne et en général, ils ont l'intelligence de nous demander des podcasts qui sont vraiment en affinité avec eux. Donc, en général, ça se passe bien. Alors, si on peut parler un peu on parlait du minimum pour pouvoir commencer à valoriser son podcast de manière financière. On parlait de 10 000 écoutes, hein, en moyenne d'ailleurs sur la plupart des plateformes qui monétisent. En dessous de 10 000 écoutes mensuelles, c'est compliqué de monétiser ou de commencer à gagner de l'argent. Et d'ailleurs, sur YouTube, c'est un peu la même chose, hein. Il y a toujours un minimum qu'il faut atteindre avec 1000 abonnés et je ne sais plus combien de vues, mais il faut avoir un certain nombre de vues sur YouTube avant de pouvoir gagner et de monétiser ses contenus. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on peut... est-ce que c'est, je suppose que c'est au CPM que vous comptez, c'est-à-dire au coût pour 1000 écoutes. Combien est-ce qu'on peut gagner aujourd'hui avec Énergie Globale si on trouve un annonceur et si on a un podcast, je ne sais pas moi, hebdomadaire qui fait donc... alors, comment vous faites quand c'est un podcast quotidien ou hebdomadaire? C'est toujours de l'écoute mensuelle que vous calculez ou c'est de l'écoute par épisode? Nous, on parle quasiment toujours en écoute mensuelle, mais de toute façon, c'est proportionnel. À partir du moment où soit on propose le CPM, soit on rationalise notre forfait avec un CPM, c'est totalement lié au nombre d'écoutes. Mais en général, oui, c'est plus simple et c'est ce que fait le marché, c'est de parler par nombre d'écoutes mensuelles. Et alors, au niveau tarif, ça donne quoi pour un podcasteur qui, on va dire, fait 10 000 écoutes, alors 10 000 ou 100, on va dire 100 000 écoutes mensuelles sur son podcast, on arrive le podcasteur arrive à gagner combien avec ce genre de statistiques et d'écoutes s'il est récurrent mois après mois? C'est difficile à dire. Ça dépend en moyenne vraiment ouais, c'est encore trop récent pour vous faire des moyennes, notre offre, mais ce qu'on peut donner comme élément, c'est que au niveau des tarifs, déjà c'est très différent si on est sur du spot audio classique ou sur de l'host-read. Et nous, on a des prix qui sont très en ligne avec ce qu'on peut voir ailleurs sur le marché. D'accord, donc le host-read, c'est celui qui est le plus cher, on est d'accord? Oui, tout à fait. De loin, oui. De loin? C'est le double, c'est un peu double? Tu peux peut-être... Tiffen, c'est plus que du simple double. Oui, je pense qu'on peut donner des fourchettes au moins, parce qu'après ça dépend un petit peu des podcasts, mais il y a quand même des fourchettes qui se retrouvent pour tout le monde. Le host-read, on est entre 45 et 85 euros de CPM. Donc c'est des CPM qui sont très élevés par rapport à un audio ads classique, c'est-à-dire une pub audio classique qui est plutôt autour de 10 euros, entre 10 et 12 entre 8 et 12 euros. Allez. Ah oui, ça fait quand même une belle différence. Oui, ça fait une vraie différence. Une énorme différence, oui. Ouais, ça fait une vraie différence. C'est pas non plus le même engagement de la part du podcasteur et de la marque. Il y a un vrai travail ensuite de collaboration pour élaborer un message qui satisfasse tout le monde. C'est là aussi qu'est la plus-value de Énergie, c'est de savoir faire l'interface entre la marque et entre l'annonceur et les créateurs avec une vraie culture quand même d'éditeur et donc savoir jusqu'où on peut aller pour l'un et pour l'autre.
Alors Cyril, est-ce qu'on peut donner des exemples parce que c'est intéressant et je pense qu'il y a pas mal de gens dans la room qui posent pas beaucoup de questions. Je vous invite quand même à lever la main si vous avez des questions. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de types un peu originaux, des formats originaux que tu as mis en place pour des podcasteurs qui pourraient donner des idées à certains dans la room. Alors c'est pas forcément pour souscrire chez vous, mais des formats un peu originaux qui se démarquent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et c'est souvent peut-être à l'intérieur du host read, c'est-à-dire qu'on va écrire le host read et à l'intérieur faire un call to action ou diriger vers quelque chose de spécial. Est-ce qu'il y a des choses un peu originales dont tu peux parler ou que tu développes Alors, avec des clients? je sais pas si c'est. Je vais essayer. En fait, on a vraiment deux grands volets. On a la partie monétisation par la publicité, donc on fait avec Énergie Globale, donc là dont on vient pas mal de parler. Et puis il y a tous les autres modèles qu'on développe, qui sont d'autres modèles de monétisation et d'accès au podcast, où là pour le coup, il ne s'agit plus de publicité. Mais ça veut dire que ça, Énergie Globale ne le commercialise pas. C'est un truc qui est complètement Non, à part. pas du tout. Ça c'est vraiment, si je veux dire, quand Clémentine Gallet décide de faire Bliss Bump, c'est un podcast payant, voilà, c'est sa démarche d'éditeur, d'éditrice, et elle fait son podcast, elle paramètre chez nous la façon dont elle va le commercialiser, ses prix, où est-ce qu'il va être diffusé, selon quelle modalité. Il n'y a pas du tout d'interface avec Énergie là-dessus, c'est complètement séparé. On est Et vraiment Énergie, quand vous l'opérateur avez technique. des demandes un peu particulières, alors comment est-ce que ça fonctionne? Parce que s'il y a un client qui dit bah ouais, mais moi je veux un truc comme alors oui, ça sera pas un podcast payant comme Bah oui, Bliss c'est Bump pas peut du tout, c'est pas demander. du tout la même chose. Non, On non, est mais d'accord. c'est Pas du des tout la même annonceurs, chose. donc ils sont forcément de notre côté, du côté pub. Ouais. Exactement, c'est pas du tout la même logique. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on offre aussi un ad serveur. Donc, tous nos clients ont un ad serveur à leur disposition qui est entre guillemets à eux. Donc, ils peuvent tout à fait y placer aussi des messages d'auto-promo et ils peuvent l'utiliser pour les campagnes qui sont commercialisées par Énergie. Donc ça veut dire ils uploadent le message en MP3, ils disent voilà, je vais le diffuser sur tel et tel de mes podcasts ou sur tel et tel de mes épisodes, en position pré ou mid ou post-roll. C'est vraiment la liberté du podcasteur d'organiser sa campagne comme il veut à travers la console d'AudioMins. Donc ça veut dire Énergie intervient pour la commercialiser, pour trouver les annonceurs. alors techniquement derrière comment ça se passe? C'est-à-dire Énergie Globale, vous vendez un truc à un client. Comment est-ce que je le vois sur l'interface de AudioMins? Est-ce que c'est simple? Comment est-ce que j'affecte, par exemple, le client il achète 100 000 CPM et je les place où je veux dans mes épisodes, ou est-ce que le client peut choisir en disant je veux les 10 prochains épisodes ou je veux les 100 000 CPM et uniquement de juillet à août? Comment est-ce que ça Ça, fonctionne? ça, c'est vraiment une négo commerciale entre Énergie et le podcasteur, hein. Ensuite, nous, on permet de le paramétrer, mais c'est une négo qui se fait préalablement. Mais c'est le podcasteur qui configure ou il y a c'est manuel ou parce qu'il y a quand même ce critère-là, c'est-à-dire qu'un podcasteur qui est sur AudioMins, comment est-ce qu'il voit qu'il a une campagne qui a été on va dire prise par Énergie Globale déjà parce qu'il a activé? Alors ça dépend. Je pense que Cyril, il faut distinguer les deux cas parce que Ouais. donc les audio ads, les podcasteurs qu'on a pris en régie, qui sont sur AudioMins, ils sont entre guillemets branchés à la régie. Donc une fois que le podcasteur nous a donné son accord pour une durée et un volume, on envoie les audio ads en fonction de ce qui a été convenu. Pour le host read, c'est différent. Oui. Tiffaine, dans ce cas-là, le job que le podcasteur a à faire, c'est à déterminer à quel endroit il veut que les campagnes passent. C'est-à-dire en pré-roll, en post-roll ou en mid-roll, et il peut à la milliseconde près dire tiens, je veux que les spots publicitaires soient balancés à cet instant précis. Oui, sauf qu'en général, on vend du pré-roll. D'accord. Voilà. En Et réalité, ouais. que pour le host read, c'est différent parce que de toute façon, le podcasteur, pour le host read, il va falloir qu'il écrive et qu'il enregistre le message. Donc là, on est beaucoup plus dans une discussion avec lui. Et là, c'est lui qui, dans AudioMins, gère la mise en ligne et la programmation Et là, des c'est lui dates qui à laquelle il upload va son diffuser. message. Ouais. Ouais. Alors je C'est lui pose qui les upload son questions message. naïves pour ceux qui sont dans la room et qui osent pas les poser. Liberté totale du podcasteur sur l'écriture du host read?
Oui, il a quelques éléments d'information et qui lui donnent évidemment les objectifs de la campagne et puis les informations qui sont à connaître. Mais oui, liberté totale. Et après, il y a quand même un aller-retour sur le texte. Pour vérifier qu'il n'y a rien qui choque ou qui va complètement à l'opposé des objectifs de l'annonceur. Mais une grande liberté, oui, grande liberté. Pour le moment. Non, pas pour le moment. Non, mais Ça c'est un va vrai, devenir. c'est un vrai travail commercial. S'il y a trop d'allers-retours, ça va être ingérable. Donc nous, c'est vraiment notre volonté, c'est de garder un process le plus simple possible, c'est-à-dire de permettre aux annonceurs de faire un retour sur les textes et ensuite plus d'allers-retours, quoi. Sinon, ça va être impossible à gérer. Ouais, et puis les annonceurs qui s'engagent dans une démarche d'Ostred, ils savent qu'ils peuvent faire confiance à un podcasteur qui est un vrai créateur de contenu et qui sait comment parler, comment s'adresser à son public et quelle est la ligne rouge à ne pas franchir pour que le message soit reçu positivement. Est-ce que tous les annonceurs, ça, en sont conscients, Tiffaine, Nicolas? Ça, c'est un travail qu'il faut faire dès le démarrage, dès qu'on discute, qu'on commence à discuter avec l'annonceur. C'est là qu'il faut lui expliquer que faire du host-read, c'est pas faire de la pub classique. C'est complètement différent. Et donc, à partir du moment, et ça, c'est le commercial qui doit sentir ça et voir si l'annonceur est vraiment prêt à le faire. Parce que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'un annonceur dise oui, j'ai bien compris, ok, pas de souci, ça m'intéresse. Et quand justement on lui rend la copie, il nous dit non, mais attendez, là on n'entend pas assez parler de ma marque, il faut qu'on soit présent à minima tant de secondes dans le format. Et donc, pour éviter ce genre de problème, c'est un truc qui se traite vraiment en amont. Et ensuite, on a toujours ce sujet de la performance. Si on veut un contenu performant, on peut expliquer à l'annonceur que nous, en tant que régie, on ne va pas s'engager sur un niveau de performance si derrière on est en train de dénaturer le contenu parce qu'il ne pourra plus avoir la même performance parce que c'est plus un contenu, c'est une pub. Ouais. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut bien faire en amont. C'est un truc qui ne se fait pas pendant qu'on travaille le format. Ouais, c'est bien ce que je voulais noter parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des annonceurs, et en général des annonceurs qui sont habitués à la radio, qui veulent avoir leur message et qui ne comprennent pas que si le message n'est pas tourné comme le podcasteur a envie de le tourner, eh bien la promesse ne sera pas tenue par le podcasteur et donc soit le podcasteur acceptera pas, soit l'audience risque de mal réagir. Exactement. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre aussi la problématique de l'annonceur, bien la cerner et bien lui expliquer les pour, les contre. Et après, de toute façon, on a des solutions quelque part pour tout. Parce que si l'idée, c'est de faire de la promo, dans ce cas-là, spot classique. À partir du moment où on fait du host-read, on veut faire de l'intégration native, on veut quelque part épouser le contenu du podcasteur pour justement devenir légitime auprès des audiences du podcasteur. Donc, si c'est pour derrière aller fournir une pub classique, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ça, c'est au commercial qui doit comprendre et qui doit conseiller le client de lui expliquer ce qu'il a intérêt à faire en fonction de sa problématique. Ouais, ça, on est d'accord que le commercial, c'est un métier. Et on accueille Raphaël, qui a un super podcast sur Prince. Salut Raphaël, ça fait longtemps que... Enfin, longtemps non, peut-être 1 ou 2 semaines. Hein, finalement, on se voit tellement souvent qu'on ne sait même plus si c'était il y a longtemps ou pas. Salut Raphaël. Merci pour cet accueil. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vraiment passionnant. Et c'est pas qu'on ne veut pas poser de questions, c'est que tu mènes tellement bien cet entretien que tu as déjà posé toutes les questions. Le hasard fait bien les choses. Je lance aujourd'hui normalement un podcast sur l'influence. Je cherchais une autre plateforme pour un peu multiplier les plaisirs. Donc, je vais tester AudioMeans dès aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Mais j'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez du call to action. Et je voulais savoir exactement comment ça se présentait. C'est-à-dire que pendant que le podcast se diffuse, si on est sur du host-read, donc l'animateur annonce à ce moment-là le produit ou le service, il y a un moyen au moment de l'écoute de cliquer. Et si oui, est-ce que c'est déjà intégré dans toutes les plateformes ou c'est seulement sur votre lecteur natif ? Alors, il y a aujourd'hui le seul moyen de traduire un call to action, c'est de le faire effectivement dans les players natifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur ce que fait Apple Podcast, Spotify et tout ça. Donc, le message, il est forcément uniquement audio. En revanche, effectivement, l'intégration vaste qu'on a faite avec les ad-serveurs de Énergie Globale permet dans nos players natifs, donc dans les players embed, par exemple, d'afficher une bannière compagnon, donc par exemple de remplacer pendant le moment de l'audio ad
de remplacer la cover du podcast par une image de l'annonceur D'accord. et de mettre un lien profond derrière qui permet ensuite de basculer dans un autre environnement. Mais ça, effectivement, ça ne peut être fait que dans les environnements propriétaires sur lesquels AudioMins a la main. Et dans ces cas-là, on peut aussi faire en sorte que la pub ne soit pas skippable. Alors évidemment, c'est pas très sympa pour les auditeurs, mais les marques aiment beaucoup ça. Bien sûr. Alors que quand on est sur Apple Podcast, la pub elle est stitchée, vous pouvez avancer un petit peu et puis la zapper. D'accord. Donc, il vaut mieux, quand on commence à réfléchir à une monétisation de ce type, privilégier les écoutes sur les players natifs plutôt que l'excitation qu'on a au début de dire aux gens on est sur toutes les plateformes. Non, c'est pas qu'il faut la privilégier, c'est sur les players natifs, elle permet d'aller plus loin, elle permet plus de choses. Mais je veux dire, l'annonceur, il paye le même prix que vous soyez sur Apple Podcast ou dans un player embed. Hein. D'accord, ok. Non. Mais parce qu'en fait, j'ai effectivement, Philippe, merci beaucoup d'ailleurs, j'ai un podcast sur Prince, mais c'est pas mon métier. J'ai aussi une agence digitale et donc je cherche aussi tout le temps de nouvelles offres de communication et de promotion pour les marques avec qui je travaille. Et donc, certaines d'entre elles sont très sensibles à ce que leur publicité soit accompagnée d'un call to action. C'est pour ça que je posais la question, justement, là, plus sur le placement de la marque que vraiment pour monétiser mon podcast, qui n'est pas du tout dans la réflexion pour le moment. Oui, non, mais je disais ça pour qu'ils aillent écouter ton podcast, c'est surtout ça. Mais avec plaisir, mais bien sûr. On peut mettre après, on peut renvoyer dans un call to action audio en disant, voilà, il y a un lien dans la description de l'épisode, par exemple. Un lien sortant qui permet d'aller sur le site de la marque. Tout à fait, bien sûr. Spécial, communiquer un promo code qui va être dans la description de l'épisode. Enfin, oui, après on s'adapte. Travailler sur des logiques comme ça, ouais. C'est ça, c'est plutôt le genre de logique. Quand vous parlez, que ce soit le nombre d'écoutes dans les offres AudioMins ou là, le nombre d'écoutes pour la monétisation, on parle bien d'écoutes globales, mensuelles, sur tous les épisodes et pas à l'épisode. Oui, c'est certifié ACPM. On est certifié ACPM. D'accord, très bien. Bon, merci. Et puis, à tout à l'heure, vous aurez un inscrit de plus. Alors, je vais aussi tester parce que ça fait partie de nos objectifs. Après Ocha, Podcastix, on va s'inscrire sur AudioMins pour tester aussi, puisqu'on aime bien voir par nos propres yeux, comme on a fait aussi avec Loudly, avec les plateformes qui sortent au fur et à mesure, parce qu'on se rend comme ça beaucoup mieux compte de comment tout fonctionne. AudioMins, j'ai vu d'ailleurs que vous intégriez la CPM, c'est ça, le classement SCPM à l'intérieur de votre offre, si je ne me trompe? Alors, nous, on est certifié ACPM, c'est-à-dire qu'on a mis en œuvre toutes les guidelines de la CPM pour le comptage des écoutes. Et donc, à ce titre, on est membre de la commission podcast de la CPM, voilà, comme quelques autres plateformes françaises. En revanche, c'est ensuite la décision de chaque podcasteur, de chaque éditeur, de rejoindre ou pas le classement officiel. Donc Clémentine Gallet, par exemple, avec Bliss Stories, elle l'a rejoint. Et elle l'a rejoint pour montrer à la face du monde quelle était son audience certifiée, du coup, et quelle était sa croissance aussi d'audience. Oui, comme les autres plateformes d'hébergement. Ça, c'est un choix du podcasteur. Ce qui est sûr, c'est que quand il est chez nous, il peut ensuite exercer ce choix et il y a un vrai comptage qui, pour le coup, est très important pour les annonceurs. Voilà, je rappelle que la CPM, c'est pour certifier son podcast et le nombre de fois qu'il a été écouté pendant une certaine période, bien pas sur la totalité. Et il n'y a pas de duplicata possible, puisqu'ils arrivent maintenant à étaler ça sur 24 heures en analysant si ça vient de la même adresse IP et si c'est pas simplement un robot qui va vous multiplier les écoutes pour que vous fassiez de l'audience. Donc ça, c'est la CPM. Ensuite, on a... Hop, excusez-moi, c'était un coup de fil. Ensuite, on a alors les autres fonctionnalités qu'il y a sur AudioMins et qu'on ne voit pas sur les autres plateformes. C'est qu'est-ce qui, alors tu vas en parler, hein, ce qui différencie AudioMins. En fait, effectivement, il faut donner des cas d'usage parce qu'aujourd'hui, en fait, si vous voulez, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à il y a quelques mois. Le podcast dans le monde, il était essentiellement, quasiment exclusivement fait de podcasts gratuits, hyper distribués sur toutes les plateformes et avec un seul mode de monétisation roi qui était la publicité.
Aujourd'hui, les récents changements d'Apple d'ailleurs en attestent, mais on rentre dans une phase de maturité, je pense, du média où d'autres modes de monétisation sont possibles et il fallait pour ça de la technologie qui permette de les mettre en œuvre. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on a développé, c'est des technologies qui permettent de mettre en œuvre d'autres modèles. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, en tant que producteur de podcast, vous pouvez vendre à une marque le fait de produire des podcasts d'entreprise, par exemple, pour communiquer avec leurs salariés, et on va être capable de mettre en œuvre, nous, la diffusion adéquate pour que chaque salarié qui utilise Apple Podcast, Podcast Addict ou d'autres écoute le podcast de l'entreprise, ou même rien, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui écoutent des podcasts sans le savoir, simplement en étant sur une adresse web, en appuyant sur Play. Et donc, on a développé aussi des outils pour ça, type web app. Mais notre particularité, c'est vraiment d'épouser chaque problématique. Donc, très souvent, tous les jours, en réalité, on a des podcasteurs qui nous appellent et qui nous posent des questions. Voilà, je suis dans cette situation où j'exerce ce métier. Et en fait, je me dis, ça serait pas mal de faire un podcast. Et voilà mon objectif. Et en fait, nous, notre boulot, c'est de les conseiller sur la meilleure façon de diffuser leur podcast pour que ça leur rapporte quelque chose. Voilà. Et c'est pas forcément que la publicité. Donc il y a vraiment des choix qui sont extrêmement variés. On a des naturopathes qui font des podcasts payants pour des patients qui sont hyper engagés. On a vraiment de tout. Comment on fait, après je laisserai Brûlatour poser la question, comment on fait quand on a un podcast qu'on veut faire payant et pour le diffuser aussi sur Apple Podcast? Aujourd'hui, on a développé une techno qui vous permet de faire soit un podcast payant, c'est-à-dire le podcast lui-même et tous ses épisodes, ou au sein d'un podcast gratuit, d'avoir certains épisodes qui vont être des épisodes bonus qui vont être payants. Comme fait Apple, en fait. Comme aujourd'hui, comme Apple, effectivement, a commencé à le lancer, exactement. Mais on peut pas être sur les deux en parallèle. Parce que si tu fermes un podcast payant chez AudioMeans... Si on peut faire les deux, mais ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'aujourd'hui, Apple va vous prendre 30% de com, là où nous, on va vous en prendre 10%. Et surtout, nous, on va vous permettre d'être présent sur d'autres plateformes d'écoute et pas uniquement sur Apple. Donc, parce que pour monétiser sur Apple, on doit être exclusivement sur Apple. Non, mais on peut être partout, mais oui, c'est ça. Mais si on est ailleurs, c'est pas monétisé, donc autant être que sur Apple. Donc en fait, la monétisation par abonnement est soit chez Apple, soit chez un prestataire comme AudioMeans. Exactement. Et comment ça s'active en fait concrètement? C'est dans la description d'un épisode ou d'un podcast, vous avez un lien qui va ouvrir une petite fenêtre dans Apple Podcast, dans lequel vous allez rentrer soit un code promo que vous avez eu, soit votre email parce que vous êtes salarié d'une boîte qui vous a donné accès à un podcast spécial, enfin juste pour vous, il faut renseigner votre email, soit vous renseignez votre carte bleue, et une fois que vous avez activé ça, ça déclenche automatiquement ce flux privé qui est réservé à vous, qui est un flux privé, qui est signé et qui est sécurisé, que vous ne pouvez pas partager autour de vous. Donc c'est vraiment un cas d'usage qui est aujourd'hui, nous on voit vraiment beaucoup de gens qui se posent ces questions-là, beaucoup de gens. Ah oui, non, mais ça ne m'étonne pas, puisqu'avec cette arrivée-là d'Apple et de ses fonctionnalités qui sont pas forcément très simples. La course à l'audience, en fait, moi, ça fait longtemps que je fais des médias, et chaque contenu doit pouvoir avoir un mode de monétisation différent, et on n'est pas, surtout dans le podcast, qui est en fait un média d'intimité, un média de niche souvent. La publicité ne peut pas être l'alpha et l'oméga du podcast parce que l'alpha et l'oméga de la publicité, c'est l'audience, le plus d'audience possible. Quand vous parlez de choses qui sont vraiment de niche ou très délicates, il faut pouvoir adresser peut-être quelques centaines ou quelques milliers d'auditeurs, mais quand même trouver une rentabilité dessus. Et c'est là justement que ces nouveaux moyens de monétisation alternatifs interviennent. Je suis heureux, moi, d'entendre que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le podcast et la publicité. Je me permets de vous le rappeler, c'est même pas du tout l'alpha et l'oméga, la publicité et le podcast. Parce que si je peux me faire l'avocat du diable, ce qui est un peu ma spécialité et mon caractère, d'abord, moi je pense qu'il y a un vrai niveau de complexité qui est palpable quand on vous écoute autour de cette publicité liée au podcast. De par d'ailleurs les solutions techniques qui sont actuellement proposées. Et quand on est podcasteur, je pense qu'il faut en plus faire des efforts pour comprendre ces mécaniques dont vous parlez. Et je pense que dans un avenir proche, il y aura
une sorte d'écrémage quasi naturel, c'est-à-dire des podcasteurs qui vont se dire bon, on verra la prochaine fois parce qu'il y a un niveau de complexité que je maîtrise pas. Et puis en ce qui me concerne, enfin, je parlais d'un exemple personnel, tous les podcasts que j'ai l'habitude d'écouter, ils font beaucoup moins que 10 000 écoutes par mois. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas inintéressants. Donc à terme, ça veut dire qu'il ne faudra pas oublier ces gens-là. Ces podcasteurs-là, comme le disait Cyril précédemment, qui ne font pas 10 000 écoutes par mois et qui pourtant produisent un contenu de qualité. Il ne faudra pas les oublier parce qu'ils représentent, même s'il n'y a pas d'études aujourd'hui précises, ils représentent un certain pourcentage des podcasteurs. Et la question qui se pose aujourd'hui, comme la question qui s'est posée d'ailleurs il y a une dizaine d'années, hein, Philippe, je me souviens, on se posait cette question il y a une dizaine d'années, est-ce que la publicité et le podcast peuvent faire bon ménage? Autrement dit, est-ce que c'est pas le mariage de la carpe et du lapin? Et ça, c'est une vraie question qui s'est d'ailleurs posée il y a 10 ans, mais qui se pose encore aujourd'hui. Comme je vous ai dit en préambule précédemment, le podcast, c'est pas de la radio. Et c'est parce que ceux qui sont derrière le podcast ne sont pas des gens qui sont issus du CRA Radio que ça fonctionne. Il y a plus d'amplitude dans le podcast qu'il y en a dans la radio. Et plus d'amplitude, c'est plus de liberté. Moins d'amplitude, c'est plus de publicité. Donc c'est pas des questions qu'il faut ignorer, parce que je pense qu'il y a tout un pan aujourd'hui du monde du podcast qui n'atteint pas et qui n'atteindra jamais, hein, soyons sérieux, les 10 000 écoutes par mois, qui sont, selon moi, difficilement atteignables aujourd'hui dans une relative solitude et au milieu des plateformes, on en parlait en début de semaine prochaine. Donc ces gens-là, selon moi, il ne faudra pas les oublier. Et puis, autre point de vue, Philippe, qui dépasse le simple avis de l'avocat du diable, mais je pense aussi qu'il y a un certain pourcentage de podcasteurs qui sont pas prêts à monétiser leur podcast, tout simplement, parce qu'ils n'en ont pas besoin, tout simplement, et puis parce que le message qu'ils font passer va pas avec cette démarche publicitaire, parce que le message, il peut être philosophique, il peut être, j'en sais rien moi, culturel, si vous voulez, et que là aussi, ça ne fait pas bon ménage, finalement, en attenant une marque à leurs propos ou à leur philosophie. Et ces gens-là aussi, sur le marché, sont, j'ai l'impression, moi, relativement nombreux, même s'ils ils font pas partie de la partie visible de l'iceberg, on est bien d'accord. Alors, ce que j'aime aussi dans le discours de Énergie Globale, c'est cette approche quand même adaptative. On s'adapte véritablement aux podcasteurs et aux clients, et que le client doit aussi être sensibilisé à cette manière de faire de la publicité. Et c'est ça que je retiens, en tout cas, moi, de votre manière de voir les choses au niveau d'Énergie Globale, Tiffaine et Nicolas. Et puis, sur la partie d'AudioMeans, bien entendu, la capacité à pouvoir développer des monétisations aussi à la demande avec cette puissance de frappe d'Énergie Globale quand on a envie et besoin d'aller chercher de la publicité avec des marques et de pouvoir sortir quand même des revenus pour continuer à faire sa passion ou son métier, puisque des passions peuvent devenir des métiers des passions. Donc c'est ce que je retiens. Cyril, dernière question avant aussi de laisser le mot de la fin à Tiffaine et Nicolas. Dernière question, puisqu'il est 14h et qu'on va bientôt terminer la room, sauf si quelqu'un veut poser une question et lever la main vous avez encore la possibilité de lever la main pendant 2-3 minutes. On va laisser la room encore un peu ouverte. Comment on fait quand on est une start-up pour avoir en moins d'un an les plus grandes marques de régie et de radio qui utilisent un service avec une concurrence qui est quand même pas des moindres? Ouais, c'est un peu un paradoxe effectivement de notre boîte. On fait notre première bougie et on est devenu le premier hébergeur indépendant français en termes de nombre d'écoutes, en volume d'écoute, parce que effectivement on a su. En fait, c'est quoi? C'est notre approche technologique et c'est une culture très forte des métiers des médias en fait qu'on a et des métiers de l'édition de contenu qui ont fait se tourner vers nous. Des très grands acteurs nationaux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi je suis assez fier de le dire, on se prévaut d'avoir tous les podcasts du groupe TF1, tous les podcasts du groupe M6, donc c'est aussi tous ceux de RTL, RTL2, Fun Radio. On a les natifs de Énergie
c'est-à-dire côté éditeur. On a décroché le contrat France Télévisions il y a quelques semaines, donc c'est aussi des essais dans l'air, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment parce que le produit, au plan technologique, en fait, il est extrêmement solide et singulier. Ça se voit pas forcément, mais les professionnels de l'audio et de l'audiovisuel le voient très bien. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus vers chez nous. Et pour la partie énergie globale et le deal qu'on a réussi à faire, je crois que c'est aussi une culture de la publicité et des médias très forte chez l'équipe de énergie globale et chez l'équipe d'AudioMeans, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés parce qu'en fait on parle le même langage et on a la même vision stratégique pour le podcast. D'accord. Tiffaine, Nicolas, un petit mot pour conclure cette room. Tiffaine, je te laisse l'honneur. Nous, même si effectivement les moyens de monétisation alternatifs à la publicité se développent, on pense que la publicité dans le podcast et sous toutes ses formes n'en est qu'à ses débuts. Et on a beaucoup d'ambition pour le marché. On pense que le marché français n'est pas du tout au niveau où il pourrait être et qu'il y a plein de belles choses à faire avec les annonceurs et notamment les grands annonceurs pour qui le format reste en grande partie à découvrir. Donc on est très optimiste et on a hâte que de nouveaux podcasteurs se joignent à nous. Nicolas, un petit mot. Complètement. Non, c'est un univers qui est hyper intéressant parce qu'on est en train de vivre une vraie révolution et que de toute façon les solutions vont cesser de s'améliorer et il faut être capable de bouger assez rapidement à chaque fois et de s'adapter et c'est hyper intéressant de pouvoir vivre ça de l'intérieur. C'est une mini révolution digitale dans la révolution digitale et voilà, on est content de ce qu'on est en train de monter côté groupe énergie et on est content de pouvoir travailler avec une structure comme AudioMeans qui nous permet aussi de nous challenger en interne et voilà, il n'y a pas de vérité absolue et on est très content de tout ce qu'on est en train de monter. Eh bien, merci Cyril pour cette présentation, Tiffaine, Nicolas, on comprend mieux et on analyse mieux maintenant comment tout ça fonctionne. Donc ceux qui sont intéressés pour valoriser les podcasts natifs ou bien sûr les podcasts replay, eh bien vous pouvez contacter AudioMeans puisque si vous voulez passer par la régie Énergie Globale pour vos podcasts, il faut être hébergé chez AudioMeans. Vous pouvez aussi contacter AudioMeans directement si vous avez des projets de podcasts natifs et des modèles originaux à déployer avec eux. Et puis, on laisse le mot de la fin à monsieur Frédéric Brulatour pour quitter cette room avant de repartir travailler et de terminer avec un petit jingle. Non, mais une note extrêmement Nous, on s'amuse. positive. Oui, souvent. Mais une note extrêmement positive pour terminer, c'est que vous avez entendu ici des représentants de deux solutions françaises. Voilà, Energy Group, qui est un groupe français, il faut aussi le rappeler de temps en temps, AudioMeans, une entreprise française aussi. Non, mais je me permets tout simplement de le rappeler parce que c'est vrai que dans les rooms que l'on anime, qu'on développe, qu'on motorise, on entend souvent ce genre de remontées d'entreprises qui sont américaines, britanniques, suédoises. Bon, là, cocorico, il y en a deux qui sont françaises, donc il faut les faire bosser prioritairement. C'est ce qu'on appelle aussi la souveraineté digitale, la souveraineté numérique. Ça passe par là. Voilà, Philippe. Allez, c'est cocorico. Merci, Tiffaine, Cyril, Nicolas. On se retrouve bien sûr dans d'autres rooms pour parler avec d'autres plateformes d'hébergement comme AudioMeans et avec d'autres régies publicitaires comme Énergie Globale, puisqu'on est là pour être agnostique, fédérer l'ensemble des acteurs du podcast. N'hésitez pas à nous envoyer vos communiqués de presse à rédaction@lepod.fr. Et puis, le 27 mai, je vous rappelle, à 17h, on fait une réunion pour le collectif Pod, pour ceux qui veulent publier sur le Pod et faire partie de ce collectif. Et à 21h, on fait la plus grosse room sur Clubhouse. Je vous invite, Nicolas, Tiffaine et Cyril, le 27 mai à 21h, à venir présenter pendant 30 secondes votre activité. C'est 30 secondes de présentation. On aime, on follow. On n'aime pas, on attend le prochain.
et tout ça jusqu'à ce que plus personne se présente. Donc ça peut durer longtemps. La première room, on a duré pendant 1h30, 2 heures. C'était vraiment très sympa. Et on a découvert plein de gens. Merci à tous et à toutes. Belle room encore que l'on a réalisée. Vous retrouverez cette room en podcast sur notre chaîne qui est disponible sur l'ensemble des plateformes qui s'appelle lepod.cast. Merci à tous. Bonne journée et un petit jingle. Ciao. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.